Salut mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de ce journal sur la santé radio-télévision en ces jours de commémoration du 59e anniversaire de la mort du Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba. C'est exactement sur cette information que nous allons ouvrir ce journal télévisé de la santé radio-télévision de ce 17 janvier. Les Congolais se sont souvenus de ces grands hommes qui, aux côtés de Joseph Kasavubu-Letou, premier président de notre pays, a apporté de sa pierre pour permettre à la République démocratique du Congo d'accéder à l'indépendance. Reportage. Qui avait donné l'ordre de tuer Lumumba et pourquoi? Plus de 50 années après l'assassinat de l'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo le 17 janvier 1961, la justice belge braque les projecteurs sur les présumés exécutants de cette besogne macabre. La lumière sera-t-elle enfin faite sur cette affaire à multiples ramifications? Ce mercredi 17 janvier 2018, les Congolais commémorent le 57e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Au-delà d'un simple anniversaire, la question des fonds demeure: qui a tué Patrice Emery Lumumba? Plus de 50 années après, le dossier de l'assassinat du premier ministre du Congo indépendant ressurgit. Ce qui convient d'appeler affaire Lumumba défraye la chronique judiciaire en Belgique. En effet, la justice du royaume de Léopold II veut, après plusieurs tergiversations, rendre la lumière sur la disparition criminelle, tragique et mystérieuse de ces héros nationaux congolais. Mais en fait de procès, la grande interrogation demeure: l'assassinat de Lumumba, est-ce un crime de guerre? Il reviendra au juge d'instruction d'en tirer des conclusions utiles, tant la chambre des mises en accusation a déclaré la procédure régulière. L'on se souvient, Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 dans des conditions obscures. Et dans cette besogne macabre, de nombreux Congolais, Belges, Américains, Français, Britanniques et autres survivants ayant opéré dans l'ombre pourraient, dans l'hypothèse du caractère imprescriptible de l'assassinat de Lumumba, être interpellés par le parquet fédéral de la Belgique. Les uns sont déjà morts, d'autres sont encore en vie. L'on devra donc s'attendre à une longue liste de prévenus et de témoins. L'on se souvient encore, une commission parlementaire belge avait été mandatée en 2001 pour enquêter sur le fait des contours et des atours ayant entouré la disparition tragique du héros national congolais. D'après cette commission, certains membres du gouvernement et d'autres acteurs belges ont une responsabilité morale dans les circonstances qui ont conduit à la mort de Lumumba. L'on se souvient enfin, avant son assassinat dans des savanes de la province du Katanga, sachant que ses jours étaient désormais comptés, Lumumba, dans une lettre testament à sa femme Pauline, griffonna comme un murmure ces paroles qui coupent les souffles. L'histoire dira un jour son mot, et ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera aux États-Unis, Washington, Paris ou Bruxelles, mais celle qu'on enseignera dans le pays affranchi du colonialisme et ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera du nord au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Et c'est avec raison que le philosophe français Jean-Paul Sartre écrivait: par sa mort, Lumumba a cessé d'être une personne pour devenir l'Afrique tout entière. Et avec le rebondissement du procès sur son assassinat, les Africains croisent le doigt et espèrent immortaliser ce symbole du refus rigoureux de la solution néocolonialiste. 57 ans après son assassinat, Lumumba reste gravé dans la mémoire du peuple congolais. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, en marche de cette célébration du 59e anniversaire de la mort du feu Patrice Emery Lumumba, à Kinshasa, le militant de l'Amouka se sont affrontés à la police et pour cause la marche organisée par cette plateforme politique pour protester contre le tuerie à Beni et contre la balkanisation de notre pays, marche interdite par Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa. Refus mal perçu par Adolphe Muzito et Martin Fayoulou qui ont respectivement organisé cette marche. Plus de détails dans ce reportage.
Comme annoncé, la coalition Lamuka a tenu à sa marche de ce vendredi 17 janvier. Pourtant, cette activité n'était pas autorisée par Jean-Tini Ngobila, gouverneur de Kinshasa, qui avait refusé de prendre acte de la lettre d'information envoyée par les organisateurs. Selon le numéro 1 de Kinshasa, la marche était susceptible de perturber l'ordre public au regard du fait que de nombreux Congolais allaient célébrer le 59e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Pourtant, informé de ces refus opposés par Jean-Tini Ngobila, Martin Fayulu lui avait lancé une mise en garde sévère en lui disant que la marche aurait bel et bien lieu puisque constitutionnelle. Elle avait pour objectif d'exprimer l'indignation de la population, selon Martin Fayulu, contre les tueries de Beni ainsi que le projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Face à ces forcings, le rendez-vous s'est soldé à un véritable frottement contre les éléments de la police déployés pour faire exécuter la volonté de l'autorité quinoise. Adolphe Muzito et Martin Fayulu, à la tête de militants qui ont répondu à cet appel, n'ont pas pu aller à bout de leurs intentions, celle de partir de la place Pascal jusqu'au monument de Patrice Emery Lumumba à Limité 18e rue. Il s'y est tout de même de noter que la même activité du côté de Goma était bel et bien autorisée par le maire de cette ville qui, ayant reçu la lettre d'information lui lancée par le député national Kikwata, secrétaire exécutif de l'ECD, parti de Martin Fayulu à Goma, a instruit la police de prendre toutes les dispositions pour l'encadrement de manifestants. Après Kinshasa, descendons du côté de Mbanza-Ngungu, mesdames et messieurs, pour parler de l'état du marché au Fitra qui a besoin justement d'être réhabilité. Suivez. Ces marchés s'appellent marché Ofitra. C'est le principal site commercial que compte la cité de Mbanza-Ngungu. Sur place, il se pose un problème. Il s'agit de l'insalubrité. Les immondices traînent en plein milieu du marché, endroit censé rester propre. Les comités du marché peinent à pouvoir lutter contre cet état des choses qui pourtant met en insécurité la santé de la population, car c'est elle qui consomme les aliments vendus au milieu de l'insalubrité. Ces derniers devraient tout mettre en œuvre en vue de faire du marché Ofitra un site commercial qui répond aux exigences de propreté. La tête à l'essence que des opés ça va descendre, ça va na Congola qui va descendre. Jusque là, nanu ba yoko la sanité té. Monsieur Likambwana, bazolo ba pe nini. Kombongo to sopé ça bazozwa. To comme la rapport comme là, bandi on a la puce la wana ça de nzela, bazolo retard matiti. Les endroits, on va mettre ça bango ba pesa ba. On va salaire on va foutre dans ça fait bon. Donc c'est dans la compte territoire. On ça la salle on a compte territoire. Toujours en Mbanza-Ngungu, mesdames et messieurs, rendons-nous à présent au quartier Loma pour parler de l'état d'un pont. Il devient un motif d'insécurité pour la population car représentant un véritable risque. Suivez. Le pont est l'œuvre d'un homme de bonne volonté. Il se trouve sur l'avenue Kapangala au quartier Loma dans la cité de Mbanza-Ngungu. Depuis sa construction, il a rendu de précieux services à la population de ce coin de la province du Congo central. Cependant, il se pose un problème. C'est celui de l'achèvement de travaux car limité par le moyen, les garde-fous n'ont pas été placés sur cette œuvre. C'est ce qui reste à faire. Le premier partenaire ayant fait ce qu'il pouvait, les habitants de l'avenue Kapangala ont à présent les yeux tournés vers un autre partenaire ou les autorités politico-administratives. Ce dont ils ont besoin, c'est simplement l'emplacement de garde-fous en vue d'offrir à la population toutes les garanties de sécurité pendant la traversée. Interrogé à ces sujets, c'est ce que le chef d'avenue a affirmé en ces termes. Normalement, pour un bakonzi à Mbanza-Ngungu, pour eux, c'est pont principal. Ils ont encadré ce qu'on appelle cette école. Moi, je vais là, bana mike balega kaka awa. Sainte Marie kuna balega kaka awa. Au lieu que soit nani petit poisson. Donc école un silo bango nyonso bana kimbangise balega kaka na pont oyo. Sinon mingi bazo déclarer mais vi biso pe moyen zate. Biso ko to bafuta kabiso te. Donc ndeni to ko salisa musala wa. Il faut que l'État assunga biso. Aya kotala pont ndenge ezali po eza risque pour na bana mike.
À Matadi, commençons par l'éclairage public qui pose de sérieux problèmes à cette ville portière il y a quelques années. Le Matadien se souvient du gouverneur Fukaunzola qui avait installé l'éclairage public dans les voies publiques de la ville, ce qui avait permis à la population de barrer la route à l'insécurité, ce qui n'est pas le cas à ce jour. L'essentiel des artères publiques contre la ville de Matadi sont dans le noir. Reportage. Dans la ville de Matadi, l'éclairage public n'existe presque plus. Depuis 2 décennies, même les quelques rares quartiers qui ont reçu cette grâce sont retombés dans le noir à ces jours. En son temps, c'est le feu Léonard Fukaunzola, alors gouverneur, qui a doté certains quartiers, certaines artères de la ville de l'éclairage public. Cette question qui constitue une des demandes les plus pressantes de la population peine à trouver des réponses jusqu'à ce jour. Il s'est de signaler que l'obscurité est un partenaire de l'insécurité. Dans plusieurs quartiers de Matadi, la population crie à l'insécurité. C'est notamment à cause de l'obscurité qui favorise les opérations des inciviques, puisque le pays est en transition vers une autre couleur de gestion. L'éclairage public devrait intéresser les nouvelles autorités à venir. C'est ce que souhaite la population matadienne. Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par le pont Citra qui n'est toujours pas réhabilité jusqu'à ce jour. Pourtant, il se dégrade à chaque minute qui passe. Que pensent les autorités pour cet ouvrage? C'est la question que se pose ces reportages que nous vous proposons. Lorsque l'on voit une voiture passer dessus, ceux qui connaissent le pont Trabeka peuvent dire que ce n'est qu'un miracle, car son état actuel effraie beaucoup des habitants des environs. À le voir de plus près, ce pont est en train de se mourir petit à petit. Le métal est en train de rouiller et ça à plusieurs endroits de l'architecture. Pourtant, il est d'une très grande importance ici au quartier Trabeka. Sans ce pont, beaucoup d'opérations n'auraient pas été faites et ne se feront pas. Le regarder donc ainsi jusqu'à sa détérioration est une grave erreur, car sur les lieux, il n'y a pas d'eux comme cette passerelle. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Comme d'habitude, c'est juste l'essentiel qui nous intéresse et c'est dans un condensé que nous vous le proposons grâce à la réalisation de Solvin Bakou. Suivez. Une foule danse pour la grande prière hebdomadaire à la mosquée Mosala de Téhéran. Signe des temps, l'ayatollah Ali Khamenei l'a dirigé pour la première fois depuis 8 ans. Dans son sermon, le guide suprême d'Iran a évidemment attaqué l'ennemi américain, mais il s'en est aussi pris aux Européens qui ont activé le mécanisme de règlement des différends sur le nucléaire. Quand les Américains ont abandonné l'accord sur le nucléaire, j'ai dit à ces 3 pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, qu'ils disaient n'importe quoi et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance, qu'ils ne feraient rien, qu'ils ne feraient que servir les intérêts américains. Aujourd'hui, après 1 an, il est évident que ce sont ni plus ni moins que des laquais des États-Unis. Quant à la contestation interne, elle a été minimisée par l'homme le plus puissant du régime, qui assure que le peuple iranien est en faveur de la fermeté et de la résistance. Nous n'avons pas peur de négocier, mais nous ne négocierons pas avec les Américains. Nous négocierons avec d'autres, et nous le ferons en position de force. Si la rhétorique est toujours celle de la confrontation, l'ayatollah laisse implicitement la porte ouverte au dialogue en pleine crise avec les États-Unis. Quelques jours après l'assassinat du général Soleimani, le crash d'un avion ukrainien abattu par l'Iran avait choqué à l'étranger et provoqué en interne des manifestations anti-régime. Spike Lee vient d'être annoncé comme le futur président du jury du 72e Festival de Cannes. Et c'est la première fois qu'un artiste noir occupera cette fonction éminemment prestigieuse. En 2018, son film Black Landsman fut très bien accueilli et reçut le grand prix du jury, une sorte de palme d'argent. L'adaptation de l'histoire vraie d'un policier qui infiltra le Ku Klux Klan dans les années 70 dans une petite ville des États-Unis. Spike Lee est un familier de Cannes. 7 de ses films ont déjà été sur la croisette depuis le début de sa carrière dans les années 80.
Il a connu sa première sélection en compétition avec le film culte Do the Right Thing. Depuis, il n'a eu de cesse d'avoir un discours politique engagé contre le racisme et l'extrême droite. We look to our leaders to give us direction. Nous attendons de nos dirigeants qu'ils nous donnent une direction, qu'ils prennent des décisions morales. Et je voudrais dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les États-Unis d'Amérique. Cette connerie se passe partout dans le monde. Cette connerie de droite n'est pas seulement l'Amérique, elle est partout dans le monde et nous devons nous réveiller. Cette annonce suit de près celle des nominations aux Oscars où, une fois de plus, le manque de représentation des minorités ethniques est criant. Eddie Murphy, incroyable dans Dolomite is My Name, n'est pas nommé. Et la seule artiste noire qui apparaît dans la liste est Cynthia Erivo pour Harriet, en course pour l'Oscar de la meilleure actrice. Ready? Ainsi, mesdames et messieurs, ce journal a pris fin. Merci donc de l'avoir suivi de partout à travers la province du Congo central. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la santé radio-télévision. Au revoir.